Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast historique. Alors oui, il y a du bruit autour, mais vous devez savoir que ce n'est pas facile de tourner des vidéos quand tu es père de 3 enfants, que tu as une femme qui ne comprend pas qu'est-ce que le YouTube Game. Et donc voilà, bon, aujourd'hui, l'histoire. C'est quoi l'histoire? Alors j'avais déjà fait une vidéo de définition il y a quelques années de cela, mais là j'ai envie un peu de la compléter, et donc avant ça j'ai envie d'avoir un petit avant-propos très important. Alors l'enseignement de l'histoire a pour but d'apporter aux élèves les repères temporels, ça c'est un peu impératif, de les ouvrir au monde, ça c'est le but de la World History. Grand problème de l'histoire en France, c'est qu'on enseigne beaucoup l'histoire de l'Europe et très peu l'histoire du monde, alors que l'histoire du monde, dès le XVIe siècle, tu peux pas faire l'économie de t'ouvrir au monde parce qu'il y a tellement d'échanges et d'implications. Sans le nouveau monde, l'Europe, au temps moderne, difficilement compréhensible. Sans l'Afrique, tu ne peux pas comprendre tous les jeux politiques qu'il peut y avoir à la fin du 19e siècle. Tu ne peux pas comprendre aussi l'histoire des colonies, leur impact, les diasporas sur la France, sur l'histoire du temps moderne, par exemple. Voilà. Qui les entourent, d'étendre leur culture et d'affiner leur esprit critique, tout en leur faisant acquérir une plus grande conscience de leurs racines et de leur identité culturelle. Il y a un aspect culturel indéniable. L'histoire sans culture n'est pas une histoire. Il y a une exigence scientifique. On ne doit pas se limiter à un discours purement événementiel, parce qu'autrement on ferait de l'histoire un peu à l'ancienne. L'histoire à l'ancienne, on balance des dates. On est bon? Non. Il faut donner du sens à ces dates. Oui, c'est des repères chronologiques, mais pourquoi? Quels sont leurs impacts sur la vie des hommes, sur leur environnement, sur leur écosystème? C'est pourquoi il faut accorder une importance particulière à l'histoire des sociétés, des civilisations et des cultures. J'insiste vraiment sur les cultures, sans pour autant négliger les grandes étapes et les faits marquants. C'est un double jeu. Il faut aussi prendre en compte les travaux les plus récents parce que l'histoire bouge, la science évolue. Il ne faut pas rester sur des acquis d'il y a plusieurs années. Voilà, il faut bien structurer aussi avec de la rigueur, de la méthode, une grande diversité de documents aussi. Quand vous faites de l'histoire, n'ayez pas peur de vous confronter aux documents et aux plus grands et aux plus larges documents possibles. Et c'est pas obligé de rentrer dans un style hyper compliqué. Un style simple est largement suffisant. Alors c'est vrai qu'à l'élémentaire, l'apprentissage est davantage fondé sur la mémorisation. Le secondaire doit favoriser la réflexion. L'enseignement secondaire. Et après, sortie de la secondaire, là aussi, il ne faut pas avoir peur de réfléchir. Donc, l'étude de l'histoire. On va revenir à peu près à notre sujet après 3 minutes de hiatus. Je vais lire un texte d'Abderrahman Ben Abdallah du XVIIe siècle, Tariq es-Soudan. Nous savons que nos ancêtres, lorsqu'ils se réunissaient, s'entretenaient le plus souvent de l'histoire des chefs, des princes et de leur pays, racontant la conduite de ces personnages, leur aventure, leur exploit, leur expédition et la façon dont ils périrent. Rien pour eux n'était plus doux que ces récits, et ces causeries passionnèrent leur esprit, ainsi fertile jusqu'au jour où l'amour mort vient les prendre. L'histoire est une science riche en joyaux et fertile, en enseignement puisqu'elle fait connaître à l'homme sa patrie, ses ancêtres, les événements, les noms des héros et des récits de leur vie. Voilà, ça c'est un texte du XVIe siècle, et il y a beaucoup d'éléments intéressants, notamment que l'histoire est une science. Eh oui, ça se fait pas au doigt mouillé. Donc, l'histoire c'est les racines de l'homme. L'histoire est l'étude du passé, de tout ce qui nous a précédé, il y a quelques années, ça c'est l'histoire un peu plus contemporaine, ou de nombreux siècles, là c'est l'Antiquité, le Moyen-Âge, même l'étude de la préhistoire, on ne peut pas exclure la préhistoire de l'histoire malheureusement, à côté de chez nous, ou à l'autre bout de la Terre. C'est pour ça qu'il y a différents jeux d'échelle. L'histoire s'intéresse à toutes les époques, à toutes les régions du monde. Pendant longtemps, on a considéré que l'histoire était le récit des événements qui avaient bouleversé la vie des hommes. Les guerres, les conquêtes, les révolutions, les actions des personnes célèbres. C'est un peu l'histoire champagne, comme on dit. Aujourd'hui, l'histoire s'intéresse aussi à la manière dont les hommes vivaient autrefois, où ils habitaient, comment ils étaient organisés, quels étaient leurs moyens de subsistance, leurs activités, leurs distractions, leurs croyances, leur connaissance du reste du monde, leur goût, leur art, en fait tout. Tout ce qui composait la vie des hommes il y a quelques années est un sujet historique et peut être très intéressant à étudier. Par exemple, les fresques de l'ancienne Égypte nous apprennent que les Égyptiens écoutaient de la musique et dansaient. Donc tu vois, quand on veut essayer de faire de l'histoire de la musique, on peut rentrer ça en compte, ils dansaient, quels impacts sur leur vie et tout ça. L'histoire permet à chacun de prendre conscience qu'ils appartiennent à un groupe humain. Tradition passée, commun, parenté. L'histoire permet aussi de comprendre le présent. Les événements et les modes de vie du passé influent notre époque. C'est parce qu'une partie de l'Afrique a été colonisée par la France
qu'une partie de l'Afrique parle français aujourd'hui. Voyez un petit peu, hier influence aujourd'hui. S'il y a des mosquées de partout en Afrique, c'est qu'il y a eu une conquête musulmane. À un moment, il y a eu des musulmans qui sont venus. Si on utilise tel objet, si par exemple la chaise, pourquoi ta chaise a 4 pieds? Je suis sûr qu'il y a des mecs qui dans l'histoire ont inventé des chaises avec différents trucs et sont remarqué que 4 pieds c'était ce qu'il y avait de mieux. Tout. Même vous, à l'échelle de nous tous, à notre échelle, nos parents se sont rencontrés, se sont aimés, ont fait des enfants, les ont élevés, leur ont donné l'éducation, leur ont donné à manger, et c'est ce qui fait nous. Voilà. Alors, il faut voir aussi qu'il y a des sources variées. Pour découvrir le passé, l'historien cherche des traces et documents. Il mène une enquête pour recueillir des renseignements et reconnaître les faits. Historia veut dire enquête en grec. Les sources écrites sont variées. Textes gravés dans la pierre, inscrits sur des tablettes ou écrits sur du papier, ces documents sont des récits et des lois, des écrits religieux. Les sources écrites ne sont pas toujours faciles à interpréter. Elles sont plus ou moins bien conservées et il faut comprendre la langue utilisée. Pendant très longtemps, on n'a pas compris les Égyptiens jusqu'à que Champollion fasse la pierre de Rosette. Tu peux avoir de beaux textes, mais si tu ne comprends pas la langue, passé reste passé, comme on dit. La tradition orale permet également de connaître le passé. Les griots se transmettent de génération en génération les récits, la vie des héros et les noms des rois qui sont succédés. Mais la tradition orale doit être interprétée avec précaution car la récit on peut déformer au cours du temps et la légende peut parfois se mêler à la réalité. Notamment pour l'histoire africaine, c'était un gros travail, notamment dans les HGA, de travailler sur cette histoire orale. Parce que beaucoup de civilisations n'avaient pas l'écrit. Donc des fois, tu es obligé de faire une tradition orale. Puis aussi dans toutes les peuplades du sud, Océanie et tout ça. Toutes les traces du passé sont utiles. Outils, bijoux, restes de monuments, ossements. C'est pourquoi les archéologues ont pour mission d'effectuer des fouilles et d'interpréter les éléments qu'ils y trouvent. Mais c'est difficile à mener. Les archéologues ne savent pas toujours où creuser pour trouver les vestiges. En outre, il faut beaucoup de patience et de soin pour ne pas abîmer les objets. Et t'ajoutes à cela un problème important, c'est que des fois les ossements, t'en as pas. En Océanie, ils incinèrent tout le monde. Ils n'ont pas d'espace pour construire des cimetières. Donc va trouver des ossements. Alors que les ossements, ça permet d'apprendre qu'est-ce qu'ils bouffaient, dans quel état étaient les os, est-ce qu'il y a pu avoir des réparations, et donc est-ce qu'il y a pu avoir de la chirurgie, histoire médicale, tu vois. Bon. Les objets, c'est difficile. Des fois, c'est difficile de les trouver parce que c'est certaines terres qui sont très acides, notamment dans les mondes très humides, comme l'Équateur. Acide. Le sol est très acide, tu conserves rien. C'est très difficile. Faut creuser. Ok ? Il existe encore d'autres moyens pour connaître le passé. La comparaison entre les langues, les traditions, les arts permettent de retrouver des origines communes ou la trace d'anciens contacts entre les peuples. Notamment tout le travail avec les langues qui a été fait notamment par des scientifiques comme Cheikh Anta Diop, qui nous ont permis d'apprendre énormément de choses. Alors, le découpage du temps. L'homme a naturellement conscience du temps qu'il passe. Il voit la succession du jour, de la nuit, l'alternance entre les saisons sèches, la saison des pluies, les transformations du monde qui l'entoure, le vieillissement de toutes choses. Le passage de l'enfance à l'âge adulte, puis à la vieillesse, témoigne du temps qui passe. Pour évaluer le temps, on a pris l'habitude de le découper. Dans la journée, on compte les heures. Pour calculer les jours, on les regroupe en semaines, en mois, en années. Un siècle correspond à 100 ans, un millénaire correspond à 1000 ans. La plupart des peuples aujourd'hui comptent pas, comme les chrétiens. Une année comporte 12 mois, de 28 à 31 jours, soit 365 jours, sauf les années bissextiles. Pour comparer le temps, il faut un point de départ et on le situe. Tous les événements par rapport à ce point, avant et après. La plupart des peuples d'aujourd'hui comptent comme les chrétiens. Le point de départ, c'est la naissance de Jésus et le point final. Mais tout le monde n'a pas le même point de départ. Les musulmans, par exemple, comptent à partir de l'Hégire, l'année de l'exil du prophète Mohammed, 622 avant notre ère. Le calendrier musulman est fondé sur les phases de la lune. C'est pourquoi les mois ont 29 à 30 jours et l'année compte 354 jours. Là aussi, il faut toujours, le temps est le thermomètre de l'historien. Les grandes périodes de l'histoire. La plupart des historiens partagent le passé en deux grandes phases. La première phase est la préhistoire, voilà, qui va de l'apparition de l'homme à l'invention de l'écriture. La deuxième phase est l'histoire. Elle va de l'invention de l'écriture à nos jours. Après, il ne faut pas exclure de l'histoire les mecs quand même, la préhistoire, parce que les mecs ont inventé l'art, l'agriculture, les sciences, la chirurgie, Dieu et tout ça. Grâce à l'écriture, on connaît même mieux la deuxième période, même si tout le monde n'a pas eu l'écriture au même moment, faut nuancer. Mais il existe des peuples sans écriture, comme je vous ai dit, à propos desquels on dépose d'informations précises. Ceci est particulièrement vrai pour l'Afrique, c'est pourquoi les historiens africains considèrent que l'histoire d'un peuple commence dès qu'on dispose d'assez d'informations suffisantes pour la reconstituer. Le grand Zimbabwe nous montre clairement comment un peuple d'Afrique du Sud-Est vivait. C'est pourquoi il relève de l'histoire. Voilà. Donc parce que tu n'as pas d'écriture, que tu es un had-been, comme on dit. On peut également diviser l'histoire en différentes périodes. On parle du Moyen-Âge, de la traite, de l'époque coloniale, mais ces périodes ne sont pas les mêmes pour toutes les régions du monde qui ne sont pas concernées par les mêmes événements et n'évoluent pas de la même manière.
En observant autour de nous, on peut retrouver les traces de ces différentes périodes. Notamment en Europe, on voit les grosses églises qui sont restées. Voilà. Par exemple, à l'époque du siècle des siècles obscurs, c'était une période où on ne connaissait pas grand-chose concernant la géographie de l'Afrique. Bon. Alors, quelques petits trucs. Dans notre système, on compte les dates avant ou après la naissance de Jésus-Christ. On abrège AV.J-C ou après Jésus-Christ, APJ.C. Pour les dates avant Jésus-Christ, on peut également écrire la date précédée du signe moins. Le 1er siècle après Jésus-Christ va donc de l'an 1 à l'an 100. Le 2e siècle après Jésus-Christ va de 100 à 200. Le 1er siècle avant Jésus-Christ va de moins 100 à moins 1. Pour trouver le siècle à partir d'une date, on prend le nombre de siècles dans la date et on ajoute. Par exemple, 1994, bon 94 ça vole, 19 plus 1, 20e siècle. 333 avant Jésus-Christ, 3 plus 1, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et pour indiquer le numéro des siècles, on utilise les chiffres romains. Un trait égale 1 an, 2 traits, 2 ans, 3 ans, c'est 3 traits, 4 traits, 4 ans, perdu. C'est un trait et un V, 4 ans. V, 5, V et un trait, 6, V et 2 traits, 7, V, 3 traits, 8. Et après, X pour 10, 1 trait et X, ça fait 9. Et après, X, 1, 1, 1, voilà. Voilà, ok? Voilà. Il faut aussi savoir un axe chronologique, utiliser un axe chronologique qui est comme un ruban qui représente le déroulement du temps. Il va de gauche à droite et se termine par une flèche qui montre que le temps n'est pas fini. Et on vient d'avoir une coupure d'électricité. Bon, alors tu viens avec moi. En attendant, je te déplace. Hein. Je te déplace, on va se mettre à la lumière. Donc, on retourne dehors. Il va de gauche à droite et se termine par une flèche qui montre que le temps n'est pas fini. Il se construit selon une échelle d'une même durée. Par exemple, on peut dire qu'un siècle égale 1 cm. Okay. Tu dois aussi savoir lire un texte quand tu fais de l'histoire. Un document écrit peut livrer beaucoup d'informations à une question de le déchiffrer avec un œil attentif et critique. La légende de Sundiata, le truc indique de quoi il s'agit. Il s'agit ici de Sundiata, l'empereur du Mali. Kédiégou était la femme du roi de Mali. Cette femme malade donna le jour à un fils malade, qui se traînait à 4 pattes jusqu'à l'âge de 7 ans. Il s'appelait Sundiata, ce qui signifierait, l'auteur emploie donc le conditionnel, l'information n'est pas sûre, le lion du Mali. Un jour excédé par les ennemis de son pays, Sundiata, comme aiguillonné par la misère de son pays, décida de se lever pour porter secours. Il demanda, dit la légende, donc c'est de la légende, c'est pas un fait historique certain, une barre de fer pour se dresser sur ses jambes. Cette barre se courba en deux sous son poids, au point de se briser. Une autre et une troisième, plus fortes, subirent le même sort. Donc on montre des choses qui sont complètement what the fuck et irréelles. Enfin, quelqu'un s'écria, donnez-lui donc le sceptre de son père pour qu'il se dresse en s'appuyant dessus. Et c'est ainsi en s'appuyant sur l'insigne royal que Sundiata se mit enfin debout. C'est le début d'une très grande histoire. D'après Joseph Kizerbo, 20e siècle, Sundiata c'est 13e siècle, donc le mec rapporte des faits qu'il n'a pas connus. Voilà, et donc il n'a pas été témoin. Vous pouvez aussi observer une photo. Voilà, ce qui peut être très important. Par exemple, quand vous voyez une trône en peau de léopard, c'est que le chef a un grand prestige, notamment en Afrique. Les grands boubous brodés, c'est que le mec est peut-être musulman. Voilà. Les décorations traditionnelles, les perles, les coris. Là, vous voyez du traditionnel. Les lunettes, les montres. Ça permet de voir que c'est des trucs récents. Voilà, le bonnet en peau de léopard, quel symbole traditionnel de pouvoir. Donc, quel bilan à avoir? Les grandes idées, l'histoire et la connaissance du passé, ces événements, des actions des grands hommes qui ont marqué la vie de l'humanité, mais aussi celle de la vie quotidienne, des peuples qui nous ont précédés. Grâce à l'histoire, chacun peut connaître ses racines et comprendre le présent. L'histoire est une enquête qui se fait à partir de sources écrites, de la tradition orale, des fouilles et de la comparaison entre les langues, tradition et art. Pour évaluer le temps, il est nécessaire de découper et de compter à partir d'un point de départ. On prend généralement la naissance de Jésus-Christ comme point de départ. On partage le passé en deux grandes périodes, la préhistoire et l'histoire. L'histoire commence à partir du moment où on dispose d'informations suffisantes pour constituer la vie d'un peuple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!